BPM Radio. Le quart d'heure dirigeant. Aujourd'hui, dans le quart d'heure dirigeant, notre invité est Sylvain Pafoundi du Club Lyon International. Sylvain dirige la société MediUnique qui fournit entre autres du matériel et du mobilier dans les cliniques et hôpitaux. L'entreprise connaît un véritable succès à l'export, notamment dans les pays d'Asie du Sud-Est. Et notons que Sylvain est membre de la communauté d'intérêt international. Bonjour Sylvain. Bonjour Céline. Sylvain, pour commencer, depuis quand tu es chez MediUnique et pourquoi ce choix de carrière dans le domaine médical ? Alors, je suis chez MediUnique depuis la création de MediUnique, c'est-à-dire 2004. Pourquoi ce choix de carrière médicale ? Une appétence particulière à prendre soin de ses aînés, des autres, et plutôt une empathie sur l'amélioration de la qualité de vie et des soins. Alors, MediUnique, j'en ai parlé très brièvement en introduction, donc tu vas pouvoir nous éclairer davantage. Explique-nous un petit peu sur tous les deux branches qui composent l'entreprise, si je dis pas de bêtises. Exactement, Céline. MediUnique est une structure composée de deux activités, donc de deux entreprises. Colucci, qui opère dans le milieu clinique, hôpitaux et laboratoires. Colucci fabrique des dispositifs qui sont des machines à laver et thermodésinfection et de stérilisation pour les hôpitaux. Le chiffre d'affaires et l'activité de Colucci, qui est répartie de façon nationale, est d'environ 3,5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et la deuxième branche, c'est AHF, et c'est celle qui nous emmène un peu plus à parler de MediUnique aujourd'hui, qui fabrique des concept de chambres où à l'intérieur on dispose de lits et de mobilier médicalisé destinés aux maisons de retraite, hôpitaux, à l'échelle nationale comme internationale. L'activité est principalement déployée sur le siège de Saint-Bonnet-le-Château, près de Saint-Étienne, où 95 collaborateurs fabriquent ces dispositifs pour une facturation d'à peu près 14 millions d'euros. 30% de celle-ci est fait à l'international et la division export a été vraiment ouverte et déployée à partir de 2012. Alors, pourquoi le choix de l'exportation précisément cette année-là ? Est-ce qu'il y a une raison particulière ? Pour être très honnête avec toi, on avait déjà commencé début 2006-2007 à entrevoir ce que pouvait être l'opportunité du groupe MediUnique et des AHF d'exporter son matériel. On s'était rendu compte qu'on avait un gros travail à fournir sur la préparation du matériel, sur l'adéquation de celui-ci au marché et aux différents marchés qu'on voulait attaquer. Donc de 2008 à 2012, on a eu quelques allers-retours et en 2012, on s'est mis en ordre de marche à travers toute la démarche export que l'on va décrire, j'imagine, à travers tes différentes questions et les différentes réponses que je vais pouvoir t'apporter. Oui, tout à fait, Sylvain. Alors aujourd'hui, l'export représente 30% tout de même de ton chiffre d'affaires, donc on peut dire que c'est une très très belle réussite, bravo, félicitations. Mais alors j'imagine, bien sûr, qu'avant d'en arriver là, il y a eu peut-être quelques ratés et plantades. Est-ce que tu as une ou deux anecdotes à ce sujet à nous raconter ? Oui, Céline, aujourd'hui ça représente 30% de notre chiffre d'affaires. Et oui, il y a eu plus d'une ou deux plantades. En termes d'anecdotes, j'en ai plus d'une à raconter, mais le temps imparti ne nous permettra pas de toutes les raconter. On disait il y a quelques instants qu'on a commencé notre démarche en 2008 et qui s'est poursuivie en 2012. Quand on a décidé d'attaquer l'international, on a ouvert ça comme une région de la France et on a pensé que nos produits étaient adaptés, que le mode de distribution était adapté, qu'il nous suffisait de traduire une documentation en anglais ou en différentes langues pour pouvoir ouvrir ces parts de marché-là. On s'est vite rendu compte qu'en investissant des sommes assez importantes, soit sur les hommes, soit sur les outils, on n'arrivait pas à nos fins parce qu'on n'était pas au bon endroit et au rendez-vous de ce que nos clients pouvaient imaginer de la réception du matériel MediUnique. On s'est un peu plus simplement posé et on a réussi à y rentrer ensuite à travers juste des manifestations très simples, la présence à des salons, quelques actions vraiment ciblées à travers des structures comme BPI ou d'autres partenaires qui nous ont aidés à faire des interventions sur ces pays-là et la réussite a été meilleure. On a mangé beaucoup d'argent sur les 2-3 premières années. Près de 100 000 euros a été investi et englouti à travers ces premières erreurs. Alors justement, Sylvain, si tu avais une machine à remonter le temps, formidable quand même, avec l'expérience et puisque tu sais maintenant bien sûr sur l'exportation, tu commencerais par changer quoi ou améliorer quoi ? Se poser les bonnes questions déjà en interne. Avons-nous la capacité d'exporter notre matériel ? Si oui, dans quelle région et quelles sont les régions cibles sur lesquelles on a à très court terme des réussites et à moyen terme d'autres réussites. Je pense que la prise de mesure de la capacité de l'entreprise et des marchés est plus importante que de partir bille en tête à travers sa valise et sa documentation dans les différents salons et différents pays. Mais quand je te dis ça et quand j'en parle avec certaines autres entreprises qui se lancent à l'international, je me dis que si tu l'as pas fait, quelque part tu le feras quand même parce qu'on est tous persuadés qu'à un moment donné ça peut s'accélérer en tant que dirigeant d'entreprise et qu'il suffit de déployer ce qu'on a fait au national pour pouvoir y arriver. Mais sincèrement, si la machine à remonter le temps devait me donner une base de travail différente, j'analyserais un peu mieux les marchés. Et quel est selon toi le plus gros risque de se lancer dans l'exportation pour une entreprise comme la tienne par exemple ? Penser qu'il faille beaucoup d'argent est une erreur.
Investir beaucoup d'argent en est une autre. Pour moi, le plus gros risque, c'est de se battre contre des idées que l'on n'arrivera pas à résoudre. Alors, quand je parle d'idées, je parle de capacité à vendre dans tel et tel marché, en pensant que c'est possible, alors que c'est largement impossible parce qu'il y a des usages, parce qu'il y a des coutumes dans les différents pays, parce qu'il y a un mode de fonctionnement qui est incompatible avec les produits qu'on commercialise. Et donc ça, faut vraiment le poser avant. L'international, c'est tous les pays qui sont limitrophes à la France et pas que. Donc le terrain de jeu est énorme et on peut pas partir dans tous les sens. Il faut à un moment donné cibler la capacité de l'entreprise et en termes de produits, de marché, mais aussi de volonté de développement financier. J'aurais tendance à dire, même si ma phrase n'est pas claire et complète, tu peux pas partir de partout en pensant que en ayant ou pas de l'argent, tu vas réussir. Ça marche pas. Alors j'en déduis qu'une étude de marché ou des études de marché, c'est indispensable. On ne part pas comme ça à l'export sans connaître un petit peu le terrain. Tu confirmes ? Ouais, je confirme. Je confirme que le rapprochement de dirigeants de direction commerciale à travers des relations autour de l'entreprise est important. Donc se fier à ceux qui l'ont déjà fait, leur poser les questions, faire ces expertises qui vont être l'analyse des marchés et des capacités à abonder dans ces marchés-là, c'est prioritaire. Donc avant de partir dans tous les sens, il faut aller renifler, si on a besoin de renifler dans les différents salons ou manifestations qui pourraient voir nos produits être présents, faire le tour des 2-3 amis, parce qu'on a tous des amis qui vendent à l'international ou des sociétés avec lesquelles on collabore, qu'elles soient fournisseurs ou clients, qui peuvent vous aider. L'APM en est un vivier important, et notamment l'APM international, et ensuite faire une analyse de marché simple mais nécessaire. Et quelle est la part de la culture, du culturel des pays dans tout ça ? Moi, je vais répondre à ta question déjà il faut inculquer déjà dans son entreprise la mentalité ou le savoir vendre à l'international par rapport à l'expérience client qui change quand même un peu. Ensuite, dans chacun des produits que les entreprises commercialiseront ou distribueront dans les pays, il faut arriver à analyser est-ce que ce pays-là est enclin, de par sa culture, de par sa religion aussi, et de par ses usages, à accepter notre matériel. Je vais te citer un exemple pour nous. Les maisons de retraite existent en France, dans certains pays, notamment dans les pays d'Europe centrale, un peu moins. Et quand tu te rapproches des pays arabes, pas du tout. Donc si tu vas exporter des lits pensant que tu vas en vendre dans une maison de retraite en Arabie Saoudite ou à Dubaï, ça marche pas. Et j'imagine qu'on ne vend pas non plus n'importe quoi et n'importe comment à n'importe qui dans des pays asiatiques, un marché que tu connais bien. Ouais, alors tu fais bien d'en parler, un marché qui nous a réussi, qui continue à nous porter, puisque près de 10% de notre chiffre d'affaires part en Asie. Non, tu peux pas partir n'importe comment dans ces pays-là, de par la culture, de par l'approche d'achat qu'ils ont depuis des années. L'expertise française, par contre, est bien vue dans ces contrées-là et ils sont attentifs à la qualité du matériel européen, mais plus particulièrement à la qualité du matériel français. Il y a une distance qui est importante, les délais de livraison sont très longs, les conditions de règlement sont très changeantes, il y a de la géopolitique, il faut prendre aussi en compte un certain nombre de paramètres. Oui, il faut être très très vigilant sur la partie grand export. Et quand on parle d'Asie du Sud-Est, on parle de grand export. Allez, revenons si tu le veux bien à l'APM. Ça fait longtemps que tu es adhérent et comment tu as connu l'association ? Par quel biais ? L'APM, ça fait 3 ans que je fais l'APM. Comment j'ai connu l'APM ? Il y a quelques années, 4-5 ans, tu te poses des questions sur comment développer ton entreprise, quels sont les outils qui te permettront d'y arriver plus facilement. Tu te poses aussi des questions sur la capacité à développer celle-ci. Et puis, dans ton entourage, tu rencontres des gens qui participent de façon régulière à des manifestations de ce type-là ou des rencontres de ce type-là. Et donc, j'ai rencontré quelqu'un qui était à l'APM qui m'a dit, écoute Sylvain, viens, tu verras, de façon mensuelle, tu vas avoir une bulle d'air et tu vas retrouver des gens qui ont connu, qui connaissent ce que tu vises et ce que tu vis et qui vont pouvoir t'aider. Après, la qualité des intervenants qu'on a, en tout cas sur l'APM internationale, depuis 3 ans est plutôt très haut niveau. Donc, ça permet aussi d'avoir une communauté d'intérêt qui évolue ensemble. Donc, c'est plutôt intéressant. Alors, merci pour cette habile transition, puisqu'effectivement, j'allais le repréciser, tu fais bien partie de cette communauté d'intérêt international. Qu'est-ce que ça a apporté, qu'est-ce que ça apporte ou ça va apporter à ton entreprise comme valeur ajoutée ? Ça a apporté à l'entreprise la capacité aux dirigeants de prendre du recul 1 fois par mois sur des thèmes qu'il a besoin de regarder. Ça a apporté un réseau complémentaire d'une 30aine d'entreprises qui sont déjà présentes à l'APM. Ça a apporté des solutions, puisque certains d'entre eux travaillent dans des domaines d'activité où on peut interchanger et échanger sur des problématiques que chacun rencontre et donc des aides régulières. Ça continue d'apporter un bien-être personnel, puisque on passe aussi des moments de détente à travers les interventions et les rencontres, et ça apportera à mon entreprise, je dirais, du carburant nouveau sur toutes les idées que chacun d'entre eux ont. C'est-à-dire qu'il y a 30 cerveaux qui se réunissent tous les mois et qui se posent des questions sur des
des thèmes, mais aussi sur leur entreprise, donc ils partagent leurs erreurs, leurs réussites, leurs moments difficiles. Et ça, pour un dirigeant, c'est juste de la dynamite, quoi. Tu parlais il y a quelques instants de la qualité des expertises. Est-ce qu'il y en a tout de même une ou deux qui se détachent un petit peu du lot, qui sont plus marquantes pour toi, que tu as plus particulièrement appréciées et peut-être aussi qui t'ont aidé concrètement dans la gestion de ton entreprise? Je pourrais pas te ressortir, Céline, une ou deux rencontres qui m'ont vraiment changé ou apporté tellement que je pourrais les sortir du lot. En revanche, au fur et à mesure que ces rencontres se passaient, tu te découvres un peu plus, tu te comprends un peu plus, tu comprends ce que tu es capable de faire et comment tu pourrais le faire grâce à ces outils et ces retours d'expérience qui te sont donnés. Il n'y a pas très longtemps, il y en a une qui m'avait marqué sur un capitaine des pompiers sur Lyon, où il expliquait tout ce qu'il avait traversé à travers le crash de l'avion d'Germanwings du côté de l'Ardèche. Tous ces passages de vie qu'il a expliqué à l'intérieur, tout ce qu'il a mis en place ressemble à une entreprise dans ses moments quotidiens et dans ses moments de difficulté. Donc, par exemple, ça a été un élément marquant, mais parce que tu te rapproches ça malheureusement de la mort ou de situations très tristes. Mais oui, tu te connais mieux et tu apprends à connaître tes limites et quels vont être les outils qui vont te permettre de détecter les limites que tu as en tant que chef d'entreprise. Sylvain, quel conseil tu pourrais donner à un ami dirigeant qui souhaite se lancer à l'international? Quelle est selon toi la première chose à faire? On a parlé des études de marché, mais pour toi, la toute première des choses à faire, c'est quoi? J'avais à le refaire, je regarderai autour de moi si j'ai des entreprises ou des collègues qui l'ont fait et quel retour d'expérience ils ont et quelles ont été leurs difficultés et leurs réussites. Pour moi, c'est la première des choses à faire, c'est s'ouvrir aux gens qui l'ont déjà réalisé. Ensuite, j'irai regarder un petit peu, soit écouter des podcasts, soit regarder ce qui s'est fait à travers des salons, des manifestations autour de l'international pour mieux cerner quelles sont les démarches à réaliser à l'international. Et ensuite, je m'appuie sur des structures qui sont déjà en place. Il y en a énormément. J'en citais tout à l'heure avec BPI, mais il y en a d'autres. J'ai pas de promotion particulière à faire de BPI, mais voilà, il y a d'autres structures qui sont capables de t'accompagner et te donner quelques outils. Il y a des spécialistes en France et on est plutôt, on n'en parle pas assez bon sur le développement international. Et à contrario, quelle est l'erreur à ne pas commettre ou alors le piège peut-être à éviter selon toi? L'opposé de ce que je t'ai dit, c'est-à-dire t'enfermer et penser que tu vas y arriver tout seul et que tu es meilleur que les autres. L'international, c'est encore une fois énormément de pays et des possibilités de te tromper toutes les 2 minutes. Donc tu veux pas le faire comme si tu pensais avoir inventé le fil à couper le beurre et que tu étais le meilleur. Ça marche pas. Donc si je comprends bien, il faut un petit peu d'humilité dans tout ça. De quoi tu as envie pour ton avenir à l'APM? Est-ce que tu y as réfléchi? Est-ce que tu as peut-être des attentes particulières ou des idées innovantes à partager? Que l'on continue à avoir cette fraîcheur de façon mensuelle à travers les rencontres de tous ces dirigeants, les intervenants que l'APM nous met à disposition et je sais tout le travail qui est fourni ces dernières semaines pour essayer d'avoir des programmes qui soient novateurs et qui changent un petit peu de tout ce qui a été proposé depuis de nombreuses années à l'APM. Je pense qu'il y a des formats qu'il faudrait peut-être aussi revoir avec des interventions de petites start-up à l'intérieur. Nous, on le fait de temps en temps à l'APM international où on fait intervenir des start-up pour aller présenter des idées nouvelles, des idées novateurs qui vont attaquer sur des nouveaux business. Je pense qu'il faut qu'on continue à garder cette fraîcheur et qu'on évite d'avoir une structure ou une organisation, puisque l'APM en est une à travers cette communauté, trop old school. Et là, ça serait pas productif pour l'ensemble des dirigeants et l'ensemble des personnes présentes. Alors, tu as un planning évidemment très très chargé, puisque tu voyages énormément, on l'a bien compris. Comment tu arrives, ceci dit, à concilier vie privée, vie familiale et vie professionnelle? Cette capacité de couper quand c'est le moment de couper, pour moi, c'est celle qui me permet de rester en vie aujourd'hui, en vie professionnelle. J'arrive facilement à dire c'est 7 heures, c'est terminé, je passe à autre chose. Les week-ends, pour moi, de par mon métier, sont des week-ends relativement déconnectés, mis à part sur des déplacements internationaux, mais principalement la capacité à couper. Donc à être le professionnel quand c'est ces moments et puis le père famille ou le personnel quand c'est les autres moments. Donc je pense que c'est ça qui me tient en vie, couplé à une hygiène de vie plutôt irréprochable, que je juge irréprochable, puisque j'ai peu de vices autour d'avoir une bonne alimentation et beaucoup de temps avec ma famille et autour du sport. Encore une fois, une très belle transition. Merci beaucoup, tu me sers tout sur un plateau. Qu'est-ce que tu fais justement de ton temps libre? Donc on l'a compris, du sport, donc peut-être tu vas nous dire quel type de sport, et puis tu as peut-être à côté de ça
un hobby ou une passion? Je suis passionné par le perfectionnement des outils qui vont me permettre de m'améliorer au quotidien. Donc, j'essaye de travailler sur les modalités d'apprentissage d'un certain nombre d'éléments techniques qui vont me permettre soit de mieux manager mes équipes, soit de mieux les intégrer dans le projet. Les langues m'intéressent et je suis passionné par les langues, donc j'apprends assez régulièrement d'autres langues. Je continue à faire beaucoup de sport où je suis passionné par le hand, je suis passionné par le tennis. Je passe quasiment toutes mes soirées et avant-soirée à faire un petit peu de décontraction musculaire et de programme musculaire. Donc oui, c'est assez chargé, c'est 5-6 entraînements par semaine, mais c'est aussi une bouffée d'oxygène pour moi. Je continue à le faire avec grand plaisir. Est-ce que tu as réfléchi un petit peu à la citation ou la devise qui t'inspire dans la vie, mon cher Sylvain? Alors, il y en aurait une tout simple, hein, c'est celle que l'on peut dire à travers tout ce qu'on s'est dit depuis une demi-heure, c'est que seul on n'arrive à rien et que accompagner c'est plus simple, mais aussi armer c'est beaucoup mieux. Donc, je pense que tout ce qu'on s'est dit depuis 10 minutes résume dans cette citation qui n'est ni d'un grand savant ni d'un philosophe, mais uniquement de ce qu'on s'est dit depuis quelques instants. Et quelle est ta principale motivation pour sortir de ton lit dès le matin? Le plaisir de retrouver mes collaborateurs, mon entreprise, mes clients, faire découvrir une nouvelle expérience client tous les jours à mes partenaires est pour moi un objectif prioritaire. De ça, on en créera de la valeur et on fera du profit pour tout le monde. Et pour finir notre entretien, mon cher Sylvain, est-ce que tu as un message éventuellement adressé aux adhérents APM, aux membres de ton club ou alors aux deux? Aux membres de l'APM et aux adhérents de l'APM, continuer à soutenir ce beau réseau qui permet à chaque entrepreneur et pas que de continuer à faire en sorte que ce pays et ce beau pays soient portés et mis en avant, que ce soit au niveau national comme au niveau international. Et aux membres de mon club, un grand merci pour tout le soutien qu'ils m'ont apporté depuis ces 36 derniers mois et j'espère leur en apporter autant au quotidien quand on se voit sur les réunions mensuelles et je leur fais une grosse bise et je leur dis au mois prochain. Merci beaucoup Sylvain. Je t'en prie Céline, passe une excellente journée. Merci de ton temps et puis à très vite. À toi aussi, merci beaucoup. À bientôt. Et pour en savoir plus, chers auditeurs, sur les communautés d'intérêt ou vous inscrire, une seule adresse, next.apm.fr/community. Rendez-vous très bientôt pour découvrir un nouvel invité dans le quart d'heure dirigeant. Et d'ici là, très bonne journée à tous et à toutes sur APM Radio, bien sûr. APM Radio. Le quart d'heure dirigeant.